Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Chopex, on se retrouve pour la réaction live et l'analyse du chapitre 1175 de One Piece, comme d'habitude. On remercie Manga Moins pour la traduction, j'ai failli me faire spoil hier soir car le chapitre est sorti hier soir dans très tard. Et en passant sur Twitter, j'ai failli me faire spoil. Par chance, ce n'est pas arrivé, mais vous le savez, je ne lis plus les spoils. Donc ça m'aurait bien embêté de me faire spoil. Alors chapitre 1175, Nidhogg, c'était, si je dis pas de bêtises, pour beaucoup comme Goji, Mon je crois que pas mal de monde avait identifié que Nidhogg serait sûrement le fruit de Loki. Donc je suppose que vu le titre, ça va dévoiler enfin le fruit de Loki, ce qu'il a comme pouvoir, etc. Ça pourrait être chouette. On a une petite requête, sabot pris d'assaut par des bébés koalas. Voilà, comme d'habitude, vous connaissez mon avis, on s'en contrefou. Pourquoi Oda, tu développes pas ce qui se passe réellement dans l'œuvre avec ces petites, ces premières de page. Mais enfin bon, c'est pas grave, on y va. Alors, l'équipage du chapeau de paille qui avait été capturé est... Donc on voit Sanji, ok, qui libère Robin. Ok, chouette. Robin, quel soulagement. Merci. T'es trop fort, Sanji. Ces ronds sont donc vulnérables au feu. On est sauvé. Ouais, bah plutôt logique. Donc c'est cool parce que bah Sanji maîtrise le feu. Et ne nous emballons pas. Ouais. Ce haki. Et surtout ce rugissement. C'est quoi cette ombre? Village de l'Ouest. Ripley, Orimo, Road. Je vous en supplie, sauvez nos mamans. Elles sont transpercées par les épines. S'il vous plaît, ma mère va mourir. Loki, c'est dangereux ici, mets les enfants à l'abri. Je m'en fous. Je me contente de me débarrasser de ceux qui ont osé monter sur mon dos sans ma permission. Ouais, tu m'étonnes. Wow! Damn, bro! Wow! 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 Oh, ça veut dire que... Ça veut dire que... Attends, vu comment il dit, ça veut dire qu'il a autorisé Luffy à monter? Putain, il est impressionnant. Allez, dégagez. Ohé, Zoro! Peuple d'Elbaf, les enfants sont sains et saufs. Quel soulagement! Il n'y a plus aucun otage. Super! Eh, t'es en retard? Ce dragon ne me dit pas que c'est... Ah si, c'est Loki. Et avec toi dans les parages, tout va aller. Tout ira bien. Si tu le dis. Profitez du fait que vous êtes devenu géant pour écraser ces monstres. Sinon c'est tout Elbaf qui sera bientôt détruit. Ok. C'est quoi qui nous tombe dessus? Il pleut des ronces? Vite, mettez les enfants à l'abri. C'est inutile, bande d'idiots. Oh punaise, ce type nous a suivis. Vous n'avez pas le droit d'être encore en vie, bande d'ordures. Rendez-moi mes émotions. La taille de Loki est magnifique, qu'est-ce qu'il est beau. Oui, mais je m'attendais à un plus gros dragon, un plus joli dragon. On vous a vu, hein? On vous a vu, hein? Il est magnifique. Il est magnifique, Loki. Enfin, c'est génial de voir Luffy en Gear 5. Et d'ailleurs, il y a... Est-ce que c'est Ragnir qu'on voit sûrement. Et du coup, qui fait la taille géante de Loki. Donc Ragnir peut s'agrandir, du coup, même dans sa forme naturelle, enfin, dans sa forme d'écureuil. Mais enfin, c'est peut-être un mal pour un bien. Puisque ces gamins sont encore en vie, on ne pourra pas dire que j'ai tout fait foirer. On va les amener sur la Terre Sainte comme prévu. Mais avant ça, je vais achever leurs parents. Avec ces lance-ronces à canon multiples. Et d'accord. On ne te laissera pas faire. Je vais protéger ma maman. Oui, moi aussi. Moi aussi. C'est tellement émouvant. Vous êtes géniaux, les gars. Oh, bon, j'en suis, la mission ne m'importe plus. Qui dois-je tuer pour pouvoir m'émouvoir? Je n'oublierai jamais vos têtes idiots courageux. Adieu. Pitié, fuis, couronne. C'est hors de question. Je te protégerai, maman. Bam, bam, bam. Nice, Zoro qui intercepte les ronces du coup. Bien joué Zoro, je savais que t'allais gérer. Allez, fonce. Hein? Mais vous êtes qui vous? Lui c'est Zoro. Et retiens bien ça, c'est mon compagnon. Oh, il a attrapé un éclair. Gomu gomu no. Hein? Downtor Rifle. Wow.
Oh, le con! Mais attends, mais qu'est-ce qu'il a fait? Parce que l'éclair est... Ok. Waouh! Wow! Il a désintégré! Il a tué! Il vient de le tuer! Il vient de le tuer! Somers vient de se faire tuer! Je suis pas fou, c'est comme quand Loki a tué Harald, c'est la même chose! Luffy vient de tuer Somers! Chapeau de paille! Oh, on est libre! Eh maman, regarde! J'ai enfin pu voir la forme blanche de Luffy. On dirait Nika. Pour moi, c'est le guerrier de la libération. Nika! Ah non, pardon, ah, c'est Somers. C'est juste une légende pour les gosses. Ah, il a pas tué du coup. Hein? Oh, c'est Nidog! C'est ce truc qui nous a sauvés? Bon, on y va. Waouh! Waouh, Somers vient de se faire enclencher. Alors, par contre, je suis un peu dérangé par la case avec Somers parce que pour moi, ça faisait comme Loki sur Harald et du coup, je pensais que Luffy l'avait one shot. Mais en fait, il a pas réellement one shot. Et derrière, c'est Loki qui le termine en bram, l'écraser. C'est intéressant de voir Somers qui dit Nika, c'est juste une légende pour les autres. C'est quoi ça? C'est sûrement Loki. Moi aussi, c'est la première fois que je le vois. Eh, c'est quoi exactement le trésor d'Elbaf? C'est un fruit du démon. Plus précisément, c'est un fruit interdit. Il s'agit du Ryo-Ryonomi modèle mythique Nidog. Donc le fruit du dragon. Donc un fruit similaire à celui de Kaido, les amis. Enfin, similaire. C'est des fruits cousins, quoi. On raconte que la personne qui le mange obtient la capacité de se transformer en le plus grand dragon du monde. Toutefois, la taille maximale dépend de la personne qui l'a mangé. Autrement dit, mieux vaut un géant qu'un humain. Mais les géants antiques sont ceux qui peuvent en tirer le plus grand potentiel. Apparemment, ce dragon noir de jet qui crache de la foudre peut devenir si gigantesque qu'il peut changer le jour en nuit d'un simple en vol. Ok, c'est très intéressant ça. C'est très intéressant ça du coup. C'est à cause de son pouvoir dangereux que le peuple d'Elbaf a veillé à ce que personne ne le mange? Non. C'est surtout que si quelqu'un essayait de le manger, le marteau gardien Raknir l'en empêcherait. À Elbaf, il existe une légende concernant un dieu de la guerre. Il possédait une arme appelée Raknir. On raconte qu'il s'est opposé au dieu du soleil en prenant la forme d'un dragon gigantesque. Son fidèle serviteur était un écureuil du nom de Ratatosk. Autrement dit, après la mort de son maître, Ratatosk s'est incarné dans son arme, en attendant le retour de ce dernier. Du moins, c'est ce que dit la légende. Oh, donc, le dieu de la guerre d'Elbaf a perdu contre Nika, ce qui a fait que Nika est devenu le nouveau dieu de la guerre pour eux. Putain, c'est super intéressant. Après plusieurs siècles, on dirait que Raknir a enfin cessé de garder son trésor. Et celui qui l'a choisi, c'est toi, Loki. Oh là 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 là, mais magnifique les amis! Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il est beau! Avec Luffy géant comme ça dessus, mais magnifique! Luffy qui a définitivement enlevé ses habits de Elbaf d'ailleurs, hein, si vous n'avez pas remarqué. Waouh là 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 là! Et on voit toutes les invocations de Killigam qui se barrent. Ils sont terrifiés. Oh là 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 là! Et ça va être incroyable en anime. Magnifique, magnifique, bon Dieu! Torheim! Oh là là! Oh, avec Imu! Oh là là, mais c'est trop cool! Mais juste cette case de Loki avec Luffy qui est en mode... Et avec Ratatosk qui est en mode... Ouah, trop cool! Il est trop heureux! Oh, elle est trop cool! Cette petite bulle... Je suis désolé les gars, mais cette petite case est géniale.
je la trouve mais géniale. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas pourquoi elle me rend trop heureux. En fait, de me dire qu'à une époque ils se sont tapés dessus et que là on va les avoir ensemble contre Emu, ça va être génial. Je vois. Nidhogg, tu étais donc là? Donc Emu connaissait Nidhogg. Oh là là. Ils sont liés par le destin. Page de couverture et Color Spray dans le prochain chapitre. Mais mec, mais quel chapitre les amis, quel chapitre. Putain, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre. Mais il est trop cool. Alors il a 12 pages, il va vite hein. Il a une dizaine de pages, il va vite et tout. Il y a beaucoup de double pages, mais il est trop cool. Et pour tous ceux... Loki, un dragon, il est ridicule, voilà, audace et chara-design comme d'habitude. Non, il est incroyable, il est trop beau. En plus, là, on nous explique le fruit, d'où il vient, son étymologie, comment fonctionne la taille de l'utilisateur et le développement qu'il peut en faire. Magnifique. La case d'Emu en Gunko avec son trident. Moi, je suis désolé, le chara-design est trop cool. Je veux une figurine de Emu comme ça. Et j'ai trop hâte de voir Emu comment elle est réellement. D'ailleurs, je me demande, est-ce que ça serait... Ouais, non, mais ça va être trop cool. Ça va être trop cool. Non, mais c'est trop chouette. Putain, quel chapitre de fou. J'ai adoré ce chapitre. On va passer à la partie analyse, les amis. Comme d'habitude, on va prendre le chapitre page par page. Vous connaissez. Merci à tous ceux qui viennent pour la réaction live. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ça aide au développement de la chaîne. Et puis d'être passé. Et on passe à la partie analyse, les amis. Donc, on ouvre ce chapitre avec Sanji qui a donc rejoint la partie de l'équipage qui était donc maintenue par les Ronces de Somers sur la branche. Tac. Et donc il les libère, donc c'est chouette. Il y a un rapport logique de le feu arrive à détruire les ronces. C'est plutôt, comme je dis, logique. Donc c'est plutôt cool en fait de voir que moi c'est ce que j'aime beaucoup dans One Piece, c'est le fait que tout fruit, puissant qu'il peut être, a très généreux. C'est très rare qu'il n'ait pas une faiblesse. En réalité, quand on regarde One Piece, tous les adversaires qu'on a pu voir ont une faiblesse. Et c'est trop cool en fait, parce que je sais pas, en fait ça permet de créer une cohérence. Et en fait j'adore le fait que Oda ait réussi en mettant des pouvoirs dans tous les sens, les amis, en mettant des pouvoirs faits franchement de toute forme, enfin, ils sont très différents et tout, mais à faire quelque chose de logique, et c'est vraiment génial quoi. Donc là c'est assez rapide, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah pas grand chose. Bon bah voilà, ils sont libérés, ils discutent entre eux, on est toujours déçus parce qu'Usopp, on s'attendait tous à ce que ça soit son arc. Comment dire que bon. Moi Usopp c'est ouais. C'est un peu flopesque. Alors après c'est les attentes qu'on fait chacun sur les arcs. Mais c'est vrai que ça soit Egghead où j'en attendais pour Usopp et Franky, ou que ça soit la Elbaf où j'en attends beaucoup pour Usopp particulièrement. Bon, ils sont pas trop développés et ça me fait un peu chier, surtout quand je vois que on a toute la partie avec Franky où Ripley le tient, le robot, Emmett et tout, tu vois, où tu pouvais faire un lien. Le fait qu'il découvre le Allez, Usopp et le fait qu'il veut devenir un grand carré des mers avec Elbaf et tout. Pour l'instant, je suis déçu de ce développement des deux, mais à voir, c'est pas fini. Il y aura peut-être après Elbaf, il y aura peut-être un moment d'hélice, j'y pense de plus en plus, mais en fait, quand je vois tout ce qui est développable avec Elbaf, surtout après la phase de combat, c'est-à-dire peut-être enfin expliquer à Luffy qui il est, peut-être enfin expliquer à Loki l'importance qu'il a eu dans son histoire. On voit dans ce chapitre, on en parlera plus tard, mais que Jarl parle de l'histoire du dieu de la guerre, de Nidhogg, etc. Donc il est peut-être temps pour eux de se rendre compte de ce qui se passe vraiment, pour Robin de développer encore plus l'histoire des armes antiques, etc. Et peut-être de faire une petite ellipse pour tout simplement se préparer à découvrir les secrets du monde, quoi. En fait, en réalité, on est proche de la fin, mais il y a tellement encore de choses à voir et d'intrigues qui arrivent, hein, ça c'est sûr, hein, Oda les a pas. Mais n'oubliez pas qu'il y a pas mal de choses à faire, donc je pense que ça va être important de se poser un peu pour dire à Luffy, ok, ça c'est ce qui se passe, tu as tel pouvoir, t'as pas le fruit, parce qu'il est temps qu'il se rende compte. Moi au bout d'un moment, Luffy, ça fait 150 fois qu'on t'appelle Nika, il y a peut-être un moment où il va falloir qu'on t'explique qui tu es pour le monde en fait, et pour les gens quoi. Donc trop cool. Donc on les voit être libérés, on voit Loki
apparaître. Et surtout, on voit qu'il a tout simplement balancé de son dos les enfants. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, il les a fait descendre. On voit qu'il fait descendre les enfants, qu'il fait descendre les parents qui sont extrêmement... ils sont dans un état, les gars, c'est chaud hein, quand vous voyez la case, Ripley, Rhodes et tout, ils ont pris extrêmement cher pour leurs enfants. Ça rend le moment où ils se sacrifient pour leur enfant encore plus beau, pour leur famille encore plus beau. Moi, vraiment un gros coup de cœur sur ce développement que fait Oda par rapport aux familles, aux enfants. Il a vraiment un talent, je trouve, pour écrire des histoires qui sont, même si elles sont très courtes comme là, c'est très vite touchant, je trouve, avec One Piece. C'est vraiment une force qu'il a, et donc c'est trop cool. Et c'est marrant en fait de voir que Loki, bah ouais, ça reste Loki quoi, il a un peu de fierté quoi. Donc oui, c'est dangereux ici, mais on est des gens, et puis surtout. Il était temps que descendent de mon dos ceux qui sont pas dignes de monter sur mon dos, parce que la manière dont il dit si j'ai pas donné de ma permission tu me montes pas dessus, je suis pas un cheval quoi, tu vois, que tu montes, voilà. Puis même d'ailleurs, même un cheval d'ailleurs, s'il veut pas que tu montes sur lui, tu monteras pas sur lui, donc ma réflexion est un peu con, mais non, mais c'est trop cool parce que ça veut surtout dire qu'il a reconnu Luffy comme étant digne de monter sur lui, et c'est trop chouette quoi, parce que ça va être trop beau, et j'ai trop hâte en animé de voir Loki et Luffy, de les voir ensemble, de voir ce Loki qui est absolument... Moi, je suis désolé, je me suis raillé de vous, parce que moi, je comprends pas trop les gens qui critiquent les chara design d'Oda. Enfin, ça fait 20 ans qu'on est dans One Piece, on sait comment Oda fonctionne, on sait ce qu'il fait, et beaucoup ont craché sur Loki sur une petite page. Bon, moi je suis désolé, la double page où il est, où on le voit beaucoup plus, quoi dire, beaucoup, presque entièrement. Moi je le trouve magnifique son chara design, j'aime beaucoup, et j'ai hâte qu'il soit sublimé par l'animé, j'ai hâte de tout ça quoi, je trouve ça trop cool. Donc, et c'est trop chouette du coup, comme je disais, que Loki ait reconnu Luffy digne de lui. Maintenant il y a tout ce truc, Loki, moi je suis persuadé qu'il a vu la forme de Luffy, donc est-ce que lui aussi l'a considéré comme étant digne? Est-ce que Loki est au courant de ce que Jarl, on y reviendra plus tard, mais du combat qu'a pu avoir historiquement l'ancien dieu de la guerre et Nika, ce qui s'est passé, tu vois. J'ai hâte de savoir. Et c'est trop cool, moi j'adore, hein, et le voir, et surtout de voir que les invocations de Killigam se font caca dessus et sont en mode oh putain. Tu vois, c'est un détail, mais c'est trop cool de voir que les gars, il faut se rendre compte qu'il est immense quoi. C'est-à-dire on est au pays des géants, et déjà les invocations de Killigam étaient géantes par rapport aux géants, et là le truc il est géant par rapport aux invocations qui étaient géantes par rapport aux géants. Oui, j'ai fait exprès de dire la chose comme ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est trop cool de voir Jarl qui annonce du coup que les enfants sont sauvés, qu'il n'y a plus d'otages, que c'est bon. On va pouvoir s'y mettre à fond sans se soucier des enfants, parce que forcément quand tu te bats et que tu sais que tu dois sauver des enfants, que tu dois protéger les enfants, tu dois forcément faire attention à eux, et donc tu peux pas pleinement te focus sur le combat. Mais là c'est terminé, sauf que non, finalement après une petite discussion entre Luffy et Zoro qui tout simplement sont en mode attends, me dis pas que c'est Loki, si c'est lui, mais je savais que t'étais là, donc je savais que tout allait bien, machin bidule. Bon, on les connaît hein, les deux, on sait que Luffy fait entièrement confiance à Zoro, et de toute manière vous le savez, les deux ailes du futur roi des pirates que sont Zoro et Sanji, enfin en tout cas moi c'est mon avis, je le vois comme ça, c'est que si Luffy sait qu'ils ne peuvent pas effectuer quelque chose, il s'y attellera quoi, à le faire, mais sinon il a une confiance aveugle en eux, pour les tâches qu'il leur donne, pour ce qu'ils veulent faire. Quand ils entreprennent quelque chose, Luffy il a entièrement confiance en eux, et il a aucun doute envers eux, et encore une fois quand il lui dit là et avec toi dans les parages je savais que tout allait bien, que ça allait, bon c'est trop cool, parce que ouais, c'est une relation de confiance envers son second, et moi je trouve ça trop chouette quoi, trop chouette quoi. C'est très rigolo aussi d'ailleurs de voir du coup le mince, que Summers, moi je trouve ça trop drôle. En fait il est dégoûté parce en fait
Summer, c'est un psychopathe et qui était en mode oh putain le moment qui se passe avec le sacrifice des parents est exceptionnel. Oh je suis en train de vivre un truc là et en fait bah non. En fait non. Et du coup on l'a brisé dans son délire et du coup il est vénère. Du coup il revient à la charge et de manière très agréable il va se faire démolir par Luffy et Loki. Et ce qui est trop cool. C'est de voir qu'en fait il est là en mode ouais je vais achever les parents parce que je vais les émotions, je veux vivre des trucs et encore une fois Oda nous montre un moment qui est cool, c'est les enfants qui du coup après les parents qui se sacrifient pour les enfants, c'est les enfants qui se sacrifient pour les parents avec bien sûr quelque chose que vous avez forcément entendu ou déjà vu, c'est ce pattern de ben non un enfant ne doit pas se sacrifier pour son parent pour plein de raisons. La morale veut que souvent on dit la vie d'un enfant est plus précieuse parce que ben, il a la vie devant lui alors qu'un parent normalement a déjà un peu vécu, donc tu vois c'est vraiment ce concept que on voit d'ailleurs dans One Piece, souvenez-vous avec Garp quand il dit ben voilà moi je suis un vieux croulant si je dois me sacrifier pour sauver un jeune mais ça vaut le coup. Ouais mais Garp attends mais toi je vous fais un schéma mais t'es surpuissant en fait, tu peux sauver. Ouais mais non mais lui c'est l'avenir en fait, peu importe c'est l'avenir tu vois. Et c'est trop cool de voir que là c'est typiquement ce qui est mis en place, c'est des enfants qui vont se sacrifier pour des parents et du coup les parents sont en mode non fuis. Et c'est Ripley qu'on voit d'ailleurs le dire qui est là, il dit non mais fuis Coron, ne te sacrifie pas pour moi. Et Summer, ce psychopathe qui est là, oh putain, c'est incroyable, putain, oh là là. Il prend son kiff, mais son kiff va être de courte durée tout simplement parce que Luffy, d'une manière magnifique, après que Zoro ait intercepté les ronces tirées par cette attaque de fou qui s'appelle les lance-ronces canon multiples. Waouh. Luffy, de manière magnifique, va tout simplement nous sortir un petit Doctor Rifle. Moi le Gear 5 je ne comprends pas les gens qui n'aiment pas cette transformation, je trouve qu'elle est incroyable. Maintenant je fais partie de la team qui aimerait bien que Luffy arrête de l'utiliser à tout bout de champ. Alors là pour les chevaliers divins je trouve que c'est pas excessif, je trouve que c'est même plutôt logique. Maintenant il y a deux possibilités, soit Oda considère que le Gear 5 est une forme tellement agréable pour Luffy, c'est-à-dire quand il entre en Gear 5, ça l'apaise, c'est comment bat son cœur, comment il se sent libre, c'est tellement satisfaisant que du coup on peut oublier tous les autres gears, parce que ce gear pour Luffy est vraiment comment dire, un gear, c'est le gear parfait quoi, et donc tous ceux d'avant ont été des phases utiles, mais qui n'étaient pas optimales pour Luffy. Et dans ce cas-là, on pourrait dire que Luffy se bat de deux manières. Ça serait de la manière standard, comme on a pu voir à Egghead, sans transformation quand il va confronter Kizaru avec le haki de l'armement avancé, le haki des rois, et qui lui dit, souvenez-vous, il lui rentre dedans, il lui dit bon Kizaru ça fait longtemps, mais on a bien progressé depuis 2 ans. Et du coup le Gear 5, mais c'est vrai que moi j'aimais beaucoup le Gear 2, j'aimais beaucoup le Gear 4 Snake Man, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on va peut-être falloir qu'on s'habitue à voir que le Gear 5 est sa version hors transformation. Et pour moi, l'explication la plus logique, c'est tout simplement que le Gear 5 apporte tellement de zénitude, de plénitude et de liberté à Luffy, de créativité, d'être qui il veut, etc. Qu'en fait, il a aucune raison de réutiliser les gears d'avant. Et en fait, ça se tient, en fait, parce que même Luffy aujourd'hui en forme sans transformation, juste avec sa maîtrise de haki, il est surpuissant les gars. Donc c'est plutôt logique. Alors néanmoins ce Doctor Rifle, ok, qui est magnifique, qui est absolument génial à voir, parce qu'on voit qu'il a attrapé un éclair de Loki, que donc son coup est rempli de haki, de l'éclair de Loki et tout, donc c'est trop cool. Moi la page avec Summers qui se fait démolir, ça m'excite, sauf que je ne comprends pas pourquoi il est pas mort. Je m'explique, je l'ai dit lors de la réaction. Quand je vois ça, moi je fais un parallèle direct avec Harald et Loki. Quand Loki démolit Harald, il le bute. Est-ce que ça veut dire que la case qu'on a vue du flashback où Harald se fait démolir de la même manière où on le voit se désagréger comme ça, est-ce qu'il n'était pas mort pour le coup? Et donc ça veut dire que Loki a dû lui-même achever Harald, c'est-à-dire Harald à moitié désagrégé, il était par terre comme ça.
Et Loki, il est arrivé. Tu vois ce que je veux dire pour le finir. Mais non, bon, je chipote, mais c'est trop cool de voir ce salopard de Summers. Je pense que personne n'aime Summers. Enfin, dites-moi dans les commentaires, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui aiment ce personnage. C'est un immense salopard. Je pense qu'on est tous heureux de le voir se faire martyriser et se faire exploser de la sorte. Et surtout, de voir les enfants être libérés, de voir Ripley pleurer, les amis, les larmes aux yeux, parce qu'elle dit, j'ai en plein... Je trouve ça trop beau de voir Ripley, voir ses enfants être libres, être libérés, voir que son sacrifice n'a pas été vain, parce que ses enfants sont sains et saufs, que ça a gagné du temps pour qu'elle aussi soit sauvée, pour que tout le monde soit sauvé, et surtout, comme elle dit, elle a enfin pu voir Luffy dans sa forme blanche. Et c'est Nika. Et pour elle, c'est le guerrier de la libération. Et c'est tout ce qui importe. En fait, on s'en fout que Luffy soit Nika. Et Luffy ne sera jamais Nika. Luffy, c'est Luffy. C'est pas Joy Boy, c'est pas Nika. Il peut être, d'une certaine manière, celui qui a récupéré la volonté qu'a eu Nika, qu'a eu Joy Boy. Mais c'est Luffy. Et quand Ripley en pleurs, s'effondre de fatigue et de soulagement en disant pour moi c'est le guerrier de la libération, moi je trouve moi j'applaudis, voilà, c'est magnifique, c'est du travail de fond. Beaucoup de gens, comment dire, vont peut-être pas autant y apporter d'importance, mais c'est dans la forme et dans l'écriture, je trouve ça trop cool, parce que c'est ce que fait Oda super bien, c'est travailler le world building de son univers. Yes, I speak a little bit English. Non, mais travailler la cohérence, la profondeur de l'univers qu'il a construit, en montrant des personnages éprouvant des émotions fortes, éprouvant un avis, tu vois, c'est trop chouette, c'est trop chouette. C'est trop chouette de voir que même et surtout de se rendre compte que les géants attendaient de voir Luffy. Parce que ça veut dire que quand ils ont vu l'affiche, les géants se sont dit « Oh, c'est lui, il est là, il est de retour. » Donc ils l'attendaient. Et c'est... Moi, j'applaudis des deux mains. Et je suis sûr que c'est la raison d'ailleurs pour laquelle Loki laisse monter Luffy. C'est que je suis persuadé que quand Loki a vu la faute de Luffy, il a forcément dû avoir la même scène. C'était « Oh, Nika ? Et qui c'est Nika ? Je suis Luffy, je suis pas Nika, de quoi tu me parles ?» Bon, et derrière, de voir Summers complètement... qui est complètement découpé en plusieurs morceaux, hein, parce que Luffy, là, tout simplement, avec son haki des rois, il a démembré, enfin, il a pas tué comme je pensais, mais il a complètement disloqué, démembré. Le voir dire Nika, c'est qu'une putain de légende pour les gosses, Nika. Et là, Loki qui est en mode BAM, il finit le travail. Un écrasement de pattes avec peut-être du revêtement d'Aki et du Haki des rois. Bam. Allez, c'est fini, Summers. Ça dégage. Ciao, bye bye. Allez, on passe à autre chose. Trop chouette. Moi, voilà, c'est un bonheur. Et surtout, de voir tout simplement Loki en D-Dog comme ça avec Nika. Moi, je trouve que c'est génial, c'est génial. Et de voir le peuple d'Elbaf être en mode attends, mais c'est Nidog. Attends, c'est lui qui vient nous sauver. Et Loki qui est en mode bon, on y va, chapeau de paille. Parce qu'il a son caractère, du coup, c'est trop cool. Et derrière, on voit de loin tout simplement Gaban et Chopper avec Chopper qui se dit mais c'est quoi ce truc. Et Gaban qui est en mode c'est sûrement Loki, hein, t'inquiète, moi aussi c'est la première fois que je le vois comme ça, mais et là hop, flash, on remonte un peu dans le temps et on a du coup du développement sur quel est le fruit de Loki. Donc on sait maintenant que c'est le Ryu Nomi modèle mythique Nidog, donc c'est le fruit du dragon. On sait qu'il y en a différents. On voit l'explication d'à peu près comment il fonctionne, c'est-à-dire que celui qui le mange, en fait, selon sa taille, la forme dragon est proportionnelle, donc c'est trop chouette. Donc il faut bien se rendre compte d'un truc. Vous imaginez si à l'époque du siècle oublié, c'est un ancêtre de Oz qui avait ce fruit. Non mais est-ce qu'on réalise? Parce que Loki, il est immense. Mais ses ancêtres, ils étaient peut-être encore plus grands, tu vois. Tu vois. Donc non, ça devait être délire, ça devait être complètement délire. Et en fait, c'est génial, quoi. Alors, je me dis, putain, ça peut être cool aussi, c'est que
si... Alors, ce qui est très marrant, c'est ce côté où comment il est dessiné, ça me fait vachement penser au dragon de l'Arc Moncazar. Voilà. Comment Odell a dessiné dans la description de Jarl. Ça m'a fait vachement penser à lui. Et du coup, je suis obligé de faire un parallèle parce que tout simplement, on va l'apprendre. Avec Jarl qui nous dit bon il existe une légende qu'on a un dieu de la guerre tatati tatata. Est-ce que Ryuma, le dieu des lames, a tué un utilisateur de Nidhogg? Je ne sais pas. C'est une idée. Je ne vous fais pas une théorie en mode je suis sûr. Je n'en sais rien. J'émets une idée, une hypothèse. Est-ce que ça vous semble plausible qu'en fait Ryuma, dieu des lames, qui je rappelle est l'ancêtre de Zoro, ait pu se confronter à un ancien dieu de la guerre ou un ancien utilisateur du fruit de Nidhogg et il l'aurait coupé, il l'aurait tué quoi, pour défendre Wano Kuni à une époque où c'était la guerre ou quoi, tu vois. Est-ce que ça vous semble être une idée qui peut s'afficher ou est-ce que tout simplement c'était un dragon de passage à Wano Kuni et qui bon. Donc j'aimais cette idée qui me semblerait être complètement stylée. Et surtout ça serait incroyable. Donc bien sûr on est au moment où avec du coup Shanks et Gaben qui obtiennent son info, on apprend aussi des choses sur le fait que c'est très compliqué pour quelqu'un de manger le fruit parce qu'il était protégé par le marteau gardien Ragnir. Il nous apprend du coup la légende sur le fait que un dieu de la guerre entre guillemets qui possédait une arme qui s'appelait Ragnir, qui s'est opposé au dieu du soleil Nika, en prenant sa forme de dragon gigantesque avec son fidèle serviteur qui était un écureuil, s'est fait tout simplement abattre. Alors c'est trop chouette de voir que c'est vraiment dans la manière dont Oda nous le présente, on est vraiment sur le Luffy, enfin pas le Luffy pardon, oubliez ça. Sur le Nika, vraiment, mais guerrier, le petit, comment on dit, la petite toile de jute pour pas être tout nu, mais sinon un petit bouclier, une épée, puis on y va. C'est très marrant parce que en fait les représentations Nika sont alors toujours à peu près dans la même manière de se tenir, de se battre, de se déplacer et tout. Ça c'est une évidence, les mêmes cheveux, tu vois, c'est le même truc. Mais on l'a vu avoir une lance, on l'a vu avoir une épée, un bouclier. C'est vraiment, ça reste quand même vraiment un dieu guerrier par définition quoi, parce que souvent ces représentations, qu'on le veuille ou non, au guerrier libérateur, il est armé quoi, tu vois. Donc bon, quand même. Et d'ailleurs, c'est intéressant de se dire que donc il y a un géant et qu'il y a une légende qui dit qu'il y avait un dieu de la guerre, ou un géant, ou en tout cas un géant antique qui s'est défini comme dieu de la guerre. Faut pas oublier que du coup, Jarl par exemple, il a 400 ans, il est encore en vie. Donc tu peux avoir quand tu as une telle une vie qui peut être aussi longue. Et si t'es aussi puissant, et qu'en plus t'as Ragnir et que t'as en plus ton petit pote Ratatos qui est à tes côtés, peut-être qu'il s'est dit à son époque du siècle oublié, je suis le dieu de la guerre, je suis le plus puissant des géants antiques, j'ai le dragon Nidhogg, je peux détruire le monde, tout ça. Ce qui expliquerait pourquoi on a deux versions du dieu de la guerre, c'est-à-dire qu'on aurait... et pourquoi Loki penserait être Nika ? Parce que peut-être qu'avec le temps, la légende s'est désagrégée, s'est modifiée et tout, et peut-être que du coup, les gens ont pu penser, ouais, Nika, c'est le seul qui peut manger le fruit de Nidhogg, tu vois, ou des conneries comme ça. Alors, en fait, tu peux imaginer plein de choses sur comment les légendes d'Elbaf ont pu être modifiées au fil des siècles. Il y a un peu se perdre dans l'inconscient des gens, mais c'est très farfelu. Mais c'est trop cool, en fait, c'est trop cool, parce que quand tu vois juste une case comme ça... Tu penses forcément au siècle oublié et au fait que putain à une époque t'as quand même
t'as quand même le dieu du soleil, comme il est présenté, hein, le dieu du soleil, qui a pété la gueule à un géant antique qui a voulu se dire à tout le monde, je suis le dieu de la guerre. Non, mon coco, tu n'es pas le dieu de la guerre. Non, tu n'es pas. Non, mais c'est trop cool. Et d'ailleurs, il s'est fait tuer, quoi. Il s'est fait tuer. Derrière, on apprend que du coup, son fidèle compagnon qui était Ratatosk. Alors, quand il dit c'est réincarné dans son arme, c'est très particulier parce qu'on n'a pas, on sait pas trop encore comment les fruits du démon fonctionnent avec les armes, les machins. On sait pas trop. Alors, est-ce qu'il a bouffé? Enfin, c'est très particulier hein, de chercher à comprendre comment il a bouffé le marteau, bouffé un fruit du démon pour se mêler au marteau ou se réincarner, s'incarner dans son. Ça j'avoue, si vous avez des idées de comment on pourrait imaginer le truc, j'avoue que alors là, moi le délire des fruits du démon enfin des armes qui bouffent des fruits du démon, et alors là c'est encore plus particulier parce que t'as une arme qui s'est mêlée à un être vivant et ça s'est incarné autour d'entre eux. Trop bizarre. Et du coup l'écureuil peut se transformer en marteau, enfin très très bizarre, mais pourquoi pas. Et du coup on apprend que tout simplement la légende c'est que lui en fait Ratatosk il attend le retour de ce dernier. Alors ce qui est intéressant c'est que il attend le retour de son maître, et du coup moi comment je le comprends c'est qu'en fait Ratatosk estime que Nidhogg c'est son maître. Donc comme Nidhogg s'incarne par un fruit du démon, c'est celui qui mange le fruit du démon qui est automatiquement son maître. Donc en fait c'est plutôt logique toute cette relation qu'a Loki avec son marteau et tout, parce que y a vraiment une relation entre eux, parce que Ratatosk qui existe donc depuis, on peut l'imaginer, 800 ans et plus, vu la légende, hein, cet écureuil, faut se dire qu'il en a vu des choses. Donc, c'est super intéressant. C'est trop cool. C'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Derrière, on voit Chopper qui est en mode oh putain. Ouais, il y a tout simplement du coup Loki qui est en train de courser les invocations de Killigam et qui va tout simplement les annihiler. Voilà, hein, les invocations, les cauchemars qui se font caca dessus, hein, qui se font des gros caca dessus, qui se font tout simplement annihiler par Loki. Trop chouette, avec Luffy et Ratatosk qui sont sur lui, qui sont en mode oh putain le délire, putain on s'amuse de fou. Et on termine ce chapitre avec Imu qui adore, hein, Imu adore tout simplement ce principe de nous faire des réflexions sur sa vie en fait, parce que Imu elle se prend des chocs émotionnels tout le temps en fait, parce que elle se dit Imu en imaginant qu'elle ait vécu au siècle oublié, qu'elle ait vécu la grande guerre du siècle oublié, qu'elle ait vécu tout ce bordel, les deals, les machins, les trucs. Imu, elle se tape Emmett qui lâche le fluide de Joy Boy. Et elle se dit, bam, flashback de Joy Boy. Imu, elle voit Ragnir, elle est en mode, ah putain, t'étais là, Nidhogg. T'étais donc là, mon ami. Ah ben super, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Elle se tape des chocs, des retours à sa vie, tu sais. Ça fait 800 balais qu'elle est là sur la Terre Sainte, et puis salut, c'est nous. On est de retour. Wouh. Non mais trop cool, Loki et Melfi. Ce qui est trop cool aussi, c'est de savoir est-ce que est-ce que du coup parce que c'est ça, oui pardon, c'est ça que je voulais dire. Comme Jarl nous parlait de à l'époque, l'utilisateur de Nidhogg a combattu le dieu du soleil. Les choses ont fait que la manière dont j'y pense pour que les géants, je vous parle parce que je veux pas oublier, parce que ça c'est important, mais comment moi j'analyse le truc et je comprends le truc, c'est que très clairement on a les géants d'aujourd'hui qui vénèrent le dieu du soleil, qui vénèrent Nika et qui voient comme beaucoup de peuples Nika et le dieu du soleil comme un guerrier libérateur. Est-ce qu'on peut se dire que le géant qui avait mangé Nidhogg à l'époque du siècle oublié ou même antérieur a opprimé les géants d'Elbaf et les géants antiques parce que tout simplement il était
imbattable parce que tout simplement il possédait Nidhogg, donc il était peut-être plus grand que la forme de Loki ou de taille similaire, et que donc le Nika serait venu à Elbaf le combattre pour libérer les géants d'époque, et de là découlerait chez les géants la légende de Nika libérateur. Ça, s'il vous plaît, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je pense que c'est comme ça qu'il faut voir le truc, parce que c'est quand tu vois, et c'est cette case que moi je vous ai dit j'adorais, Luffy en mode yeah! Avec Ratatos comme wow! et Loki en mode Nidhogg full sérieux, Luffy va être pote avec lui, mais à une époque ça n'a pas été le cas, et la raison pour laquelle la puissance de Nidhogg va pouvoir être associée à la puissance de Nika, c'est parce que celui qui possède la puissance de Nika, qui est Luffy, celui qui possède la puissance de Nidhogg Loki, Luffy, autant lui il est complètement insouciant, mais Loki il a une croyance envers le fait que Nika c'est vraiment le dieu en lequel il croit, tu vois. Et donc quand il voit Luffy, il doit se dire il est là, Nika est là, tu vois, tout comme Ripley, tu vois. Donc est-ce que on peut pas se dire qu'en fait le fait qu'ils aient guerroyé Nika et le dieu de la guerre de l'époque, en fait c'est pour une raison très simple, et c'est pour ça que les géants prient Nika et remercient le dieu du soleil. C'est qu'à l'époque, il y a fort longtemps, en fait, tout simplement ce dieu de la guerre, il a oppressé les géants, en fait, les géants antiques, et que du coup Nika les aurait libérés, quoi. En tout cas moi c'est comme ça que je vois la chose. Maintenant peut-être je me trompe, mais ça expliquerait pourquoi les géants remercient Nika, croient en Nika, le voient comme un guerrier de la libération lui aussi, comment la légende s'est perpétuée chez eux aussi, parce que en fait ils les auraient libérés eux aussi, quoi. Donc et ça serait trop cool. Et Imu, qui moi c'est une confirmation, mais ça on le savait, mais Imu qui est donc bien j'ai trop hâte de savoir qui est Imu, en fait, parce que Nidhogg elle dit tu étais donc là, et elle parle de Nidhogg, elle parle pas. Je pense pas, parce qu'après il y a le délire de moi je pense qu'il va falloir vraiment se pencher sur le fait que les fruits du démon sont des après c'est les réincarnations. Vegapunk nous disait les fruits du démon c'est l'incarnation et la réincarnation de l'imagination des vivants. Mais donc il faut bien comprendre que Nidhogg, il y a vraiment eu une époque enfin moi je le vois comme ça, il y a vraiment eu une époque où sur la planète qui est One Piece, et dans l'univers où est la planète de One Piece, où est cet univers, il y a eu Nika. Il a réellement existé, c'est pas possible autrement. Et c'est quand Nika a disparu ou est mort, c'est la croyance des peuples qui étaient là, qui croyaient en lui, qui l'ont réincarné dans un fruit, qui a fait que il a pu se réincarner. Et je pense que c'est la même chose avec Nidhogg. Je pense que quand Imu dit Nidhogg tu étais donc là, c'est parce que c'est pas c'est la même chose, c'est-à-dire je pense qu'elle a peut-être connu si elle est aussi vieille que je le pense, peut-être qu'elle a connu le vrai Nidhogg originel, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça serait insane. Ce qui expliquerait pourquoi les Zoan mythiques et mythologiques sont aussi rares. Parce qu'en fait, ça serait des réincarnations de choses qui existaient, mais qui étaient très rares. Par exemple, quand on voit Marco le Phénix, peut-être qu'il n'y avait qu'un seul Phénix à la base. Mais du coup, ouais, mais c'est un peu différent, parce que du coup, ça veut dire que le Phénix, qui est censé toujours se réincarner, je sais pas que ça réussit. Enfin bref, bon là, je vais un peu loin, et vous savez que j'aime pas trop partir trop loin. Mais c'est trop cool, voilà, c'est trop cool. Moi, cette case avec Luffy, Loki et le petit Ratata, le petit Ratata, on va l'appeler Ratata, elle est trop chouette. Moi, je trouve qu'elle dégage une aura incroyable, et surtout, de voir Imu, et bien encore une fois, être en mode « Ah, Nidhogg, tu étais donc là », ça confirme tout ce qu'on pensait. J'ai trop hâte de savoir qui est Imu. J'ai trop hâte d'avoir le prochain chapitre, parce qu'on n'a pas de pause. Donc la semaine prochaine, on se retrouvera pour le chapitre 1176, les amis. Et on aura un color spread, donc c'est trop cool. Bientôt, la saison 2 de One Piece sur Netflix aussi, ça va être chouette. Le trailer était trop cool. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous ceux qui sont venus pour la réaction live. Merci à tous ceux qui sont restés pour la partie analyse. N'hésitez pas, comme d'habitude, je vous rappelle, à lâcher votre meilleur pouce bleu, à booster la vidéo, à vous abonner si c'est pas fait, tout ça. Et puis on se retrouve très vite pour le chapitre 1976. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous et des vôtres. Salut tout le monde, bye bye, allez, ciao.